Je suis Camille Amoun, consultant en politique publique sur les questions de développement urbain durable et écrivain. Donc, à mon retour au Liban en 2018, je me suis engagé politiquement pour une réforme démocratique des institutions. Et c'était avant, évidemment, le grand mouvement, la grande révolution, le grand moment révolutionnaire de 2019. En parallèle, je me suis aussi adonné à l'écriture et j'ai publié mon premier livre, qui est un livre sur la ville, qui est un roman sur la ville de Dubaï et qui questionne l'urbanité contemporaine. À partir du 17 octobre 2019, j'ai commencé une autre sorte d'écriture qui était beaucoup moins romanesque et qui était beaucoup plus réelle. Donc, je me suis inscrit dans le réel dans cette écriture. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon deuxième livre, Octobre Liban, qui est un livre sur un récit, disons, contrairement au premier qui était un roman. C'était un récit sur ce mouvement, ce moment révolutionnaire de 2019, d'octobre 2019, et la manière dont il s'inscrit dans le paysage urbain. Donc, là, on arrive, et donc pendant pendant ce moment révolutionnaire, c'était une écriture parallèle. J'écrivais ce livre, Octobre Liban, pour décrire ce qui se passait au présent, autour de moi. Pour ce faire, j'ai utilisé un outil littéraire ou un dispositif littéraire qui est la psychogéographie. Je vais parler un peu de la psychogéographie tout à l'heure, mais d'abord, je vais revenir un peu sur ce mouvement populaire et essayer de voir comment il s'inscrit dans les mouvements populaires d'après la guerre civile au Liban. Donc la guerre civile au Liban s'est terminée en 1990 et contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, la fin de la guerre civile ou la fin, disons, des combats, parce que la guerre civile n'est probablement pas terminée, mais la fin des combats, la fin de la forme militaire de la guerre civile en 1990 n'a pas donné lieu à une liesse populaire. Les gens ne sont pas descendus dans la rue pour manifester leur joie parce que la guerre était finie. Par contre, le premier mouvement populaire qui a eu lieu après la guerre civile a eu lieu en 2005, donc 15 ans après la fin des combats. En 2005, les gens sont descendus dans la rue dans un objectif particulier qui était de manifester contre une présence militaire syrienne au Liban. Et ce mouvement-là était soutenu par une partie des partis politiques traditionnels au Liban. On a appelé ça la révolution du Cèdre, mais pour Samir Assir, à qui je dédie ce livre d'ailleurs parce que je m'inscris entièrement dans sa pensée. Donc pour Samir Assir, ce mouvement populaire de 2005 n'était pas une révolution parce qu'il ne se retournait pas contre sa classe politique traditionnelle, mais était un mouvement souverainiste d'indépendance parce qu'il se retournait contre une présence militaire et politique étrangère au Liban. Donc 2005, pour Samir Assir, et je souscris entièrement à sa position, 2005 n'était pas une révolution, ce n'était pas la révolution du Cèdre. Et d'ailleurs, Samir Assir voudra écrire un livre sur ce mouvement de 2005 qu'il voudra appeler un printemps inachevé. Malheureusement, il sera assassiné avant de pouvoir publier ce livre. Un livre sera par contre publié qui sera un recueil de ses éditoriaux. En 2015, Samir Assir n'est plus là, mais en 2015, il se passe quelque chose d'intéressant. En 2015, les gens sont de nouveau dans la rue, de manière spontanée, et pour la première fois, ils ne sont pas appelés par des partis politiques. Ce mouvement n'est soutenu par aucun parti politique. Il vient d'un ras-le-bol suite à la crise des déchets de 2015. La crise des déchets de 2015, quand les déchets se retrouvent dans la rue, c'est une crise qui touche tout le monde. C'est une crise horizontale, contrairement aux autres crises qui étaient plutôt verticales, qui touchaient l'une ou l'autre des communautés libanaises, l'une ou l'autre des classes sociales libanaises. Là, tout le monde est touché, riche ou pauvre, chrétiens, musulmans ou non, et tout le monde était touché par les poubelles qui pourrissaient dans les rues et qu'on commençait à brûler dans les rues. En 2015 marque donc le début de l'horizontalisation de la contestation au Liban. Les gens sont dans la rue, indépendamment des partis politiques et indépendamment des agendas des partis politiques. 2015, c'est aussi le début de la politisation de la société civile libanaise, avec pour la première fois la formation de groupes qui vont devenir plus tard des partis politiques, qui sont politisés et qui vont se présenter à des élections municipales d'abord, puis législatives.
Et c'est comme ça que 2019 arrive dans un contexte où la politisation de la société civile est déjà enclenchée par 2015. Et c'est pour ça que 2019, malgré son échec visible à renverser le pouvoir, est un mouvement qui s'est manifesté dans tout le Liban, contrairement à 2015 qui n'était qu'à Beyrouth, et surtout contrairement à 2005 qui était certes un mouvement national, mais qui s'est passé juste à Beyrouth, sur les deux places de Beyrouth, la place des Martyrs et la place Riyad al-Salah. 2019, ces deux places qui, en 2005, proposaient des visions opposées du Liban, en 2019, tout le monde est sur les deux places, toute classe sociale confondue, toute communauté confondue, toute idéologie et idée politique confondues, se sont retrouvés dans les rues, dans les deux places, mais aussi dans tout le Liban. En 2005, des bus affrétés par les partis politiques ramenaient des gens à Beyrouth pour manifester, que ce soit d'une coalition ou de l'autre. En 2019, il n'y avait pas de bus, ou alors c'était des bus organisés par les manifestants eux-mêmes, par les groupes eux-mêmes, et les gens manifestaient là où ils étaient. Les routes étaient coupées, les places de la révolution étaient créées un peu partout dans le Liban. Et c'est ça qui fait de 2019 un vrai mouvement horizontal, un vrai mouvement donc révolutionnaire, un moment révolutionnaire. Parce que on est d'accord, la révolution n'a pas abouti, n'a pas encore réussi à renverser le système des Aïm et le système traditionnel, mais 2019 est un moment révolutionnaire. C'était le pic des problèmes. C'était le pic des problèmes et c'était l'apogée, oui, des problèmes et surtout d'un problème qui était la source de ce mouvement, ou l'étincelle de ce mouvement, plus que l'étincelle, la source profonde de ce mouvement, c'est la corruption. Et là, je reviens... La corruption donc du système politique libanais. Donc je reviens sur Octobre Liban, le petit livre que j'ai écrit pendant la Révolution. Donc la psychogéographie, et je vais revenir un peu sur la définition de la psychogéographie, ou une idée de ce que peut être la psychogéographie. La psychogéographie est un concept qui a été inventé par les situationnistes français, dont principalement Guy Debord. Pour Guy Debord, la psychogéographie était censée être une sorte de science humaine qui avait pour but d'analyser la manière dont les espaces publics et les gens qui les pratiquent se transforment mutuellement. Donc pour Guy Debord, c'était une crypto-science humaine. Ça n'a pas pris, mais la psychogéographie est revenue plusieurs années plus tard à travers des auteurs britanniques, dont Ian Sinclair, comme un dispositif littéraire. Pour Ian Sinclair, donc, qui a écrit un immense livre qui s'appelle London Orbital, donc pour Ian Sinclair, la psychogéographie, c'est marcher dans la rue pour écrire un texte, pour produire un texte. Donc, dans son livre London Orbital, Ian Sinclair arpente le périphérique de Londres à pied pour dénoncer le libéralisme, l'ultralibéralisme du thatcherisme des années 80. Avec ce livre, un gros pavé de 600 pages, donc à travers ce livre, il pose les bases définitives, si vous voulez, de son acception de la psychogéographie, qui est marcher dans la ville pour écrire et pour condamner ou pour contester un ordre établi. C'est ce que je fais dans Octobre Liban, qui est beaucoup plus petit, qui ne fait que 80 pages. C'est ce que je fais dans Octobre Liban. Donc je marche dans une rue beyroutine pour décrire la forme de la ville et à travers cette marche et cette écriture, condamner un ordre établi qui est l'ordre de la corruption du système politique libanais. Dans ce livre, Octobre Liban, je marche de Daoura jusqu'à Riyad al-Salah, donc du rond-point de Daoura à la périphérie nord-est de Beyrouth, à la place Riyad al-Salah en son centre. J'arpente cette rue dans cette direction-là et au fur et à mesure de ma marche, je découvre, et c'est en écrivant que je découvre ça, que cette rue-là, la corruption du système politique libanais, dans ses détails et dans toutes ses facettes, à travers une quinzaine, vingtaine d'étapes. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais je vais donner quelques exemples. On commence d'abord à Daoura avec derrière nous la grande décharge de déchets de Burj Hamoud. Et à travers cette décharge, je fais une digression sur justement la crise des déchets de 2015 et la manière dont la société civile libanaise a commencé son processus de politisation et de transformation en opposition politique. Une deuxième étape, c'est Nahr Beyrouth.
le fleuve de Beyrouth, qu'on traverse après Bech Hamoud pour rentrer dans Beyrouth Municip. Si, à la décharge, j'ai fait une digression chronologique, où je suis revenu en 2015. Au fleuve de Beyrouth, je fais une digression géographique, où je fais comme un travelling extérieur, et je monte, et je regarde ce fleuve d'où il vient. Donc, si on remonte le cours du fleuve, on arrive dans les montagnes, et là, on peut parler de l'étalement urbain, de la déforestation, des carrières illégales, et de la manière dont on utilise les carrières illégales pour produire du ciment et du béton qui va provoquer cette coulée de béton qu'on a sur le littoral et qui bouffe le littoral libanais. Donc encore, je condamne ou je conteste un fait accompli de la classe politique libanaise qui est cette collusion entre l'absence de plan urbain, l'étalement urbain sauvage et la corruption politique libanaise. Une autre étape, je ne vais pas m'étendre dessus si on continue le long de la même rue, c'est le siège de l'électricité du Liban, qui décrit le système clientéliste libanais par excellence et l'échec de l'État libanais à produire du service public. Je passe quelques étapes. On voit à travers les immeubles après EDL, on voit le port de Beyrouth. Et donc là, on peut parler de la manière dont dont la corruption, on peut parler de la manière dont la corruption a conduit de manière inévitable à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Si on continue notre chemin, on arrive à la rue Georges Haddad, qui était une vieille rue libanaise beyroutine classique, étroite, et qui a été élargie durant la reconstruction du centre de Beyrouth par Solidaire, pour diviser le vieux du neuf de Solidaire. On rentre dans le centre-ville de Beyrouth, et là, on est dans une sorte de centre vide, parce que plus personne n'habite dans ce centre, plus personne même presque ne travaille dans ce centre, dans un centre vide, mais qui représente les 5 têtes de l'hydre au pouvoir au Liban. L'immobilier, représenté par Solidaire, mais qui se retrouve de manière plus petite, à des échelles plus petites dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire libanais. Donc la première, c'est Solidaire, c'est la première des têtes de l'hydre au pouvoir, c'est l'immobilier. La deuxième, quand on s'approche un peu plus, on voit l'association des banques et la rue des banques un peu plus loin. Avec ça, on a la deuxième tête de l'hydre au pouvoir qui est le système financier. On a la grande mosquée et l'église, la mosquée Al-Amin et l'église Saint-Georges, qui représentent d'une certaine manière la collusion entre le religieux et le politique au Liban. Troisième tête de l'hydre au pouvoir. Quatrième tête, quand on s'approche vers la rue Ma'arad, sur notre droite, on a le Parlement. Le Parlement qui réunit des familles et des partis politiques traditionnels jusque récemment, jusqu'à ce que quelques partis d'opposition politique entrent aux dernières élections législatives, mais représente quand même les grandes familles libanaises et les partis politiques traditionnels libanais qui, au lieu de débattre de questions démocratiques ou qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des Libanais, débattent de la manière dont ils vont se partager le gâteau et plus récemment de la manière dont ils vont se renvoyer l'échec de l'effondrement qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Liban. Et enfin, la cinquième tête de l'hydre au pouvoir, c'est à la fin sur la place Riyad al-Salah, sur la colline Kantari, le Grand Sérail, qui représente le grand marchandage du gouvernement où on se divise, où on se distribue les strapontins ministériels pour garder le pouvoir en tant que cartel, en tant que coalition au pouvoir.